Bonjour à toutes et à tous et merci effectivement Daniel pour l'organisation de ce colloque. On va poursuivre notre voyage dans la civilisation de l'image, ou avec elle, ou autour d'elle, et cette fois-ci évoquer, ou en tout cas cheminer avec les images produites par le cinéma, qui a montré, on va dire au XXe siècle, sous-entendu le siècle dernier, son utilité pour venir discuter du phénomène urbain et des questions que posait cette urbanisation généralisée dont parlait ce matin Michel Lusseau. Et il semblerait qu'au XXIe siècle, sous-entendu aujourd'hui, ce même cinéma, dans sa diversité, semble être aussi intéressant, utile, pour venir penser, discuter les évolutions du monde, saisir et analyser l'ensemble des mutations provoquées par l'activité humaine que l'on rassemble sous ce vocable performatif un peu casse-pied et polysémique aussi, d'anthropocène. Donc on pourrait faire un inventaire pour un peu lister toutes les manifestations, tous les articles qui convoquent un film en particulier, ou on va dire une pluralité de films. On a eu Mélancolia ce matin, on a eu La Tour Infernale, je ne l'avais pas vu venir celle-ci. On en a d'autres à foison, donc finalement, quand on voit à peu près tout ce qui est mobilisé, et encore c'est réducteur de mon côté, eh bien ce foisonnement peut poser un certain nombre de questions, à savoir que est-ce que tout film, du moment qu'il évoque une dérive de l'humanité, la surconsommation des ressources, une pollution généralisée, le réchauffement climatique, est-ce qu'il peut se prétendre être, je ne vais pas dire illustratif, mais représentatif de cet événement anthropocène, d'abord, et puis qui peut le dire, sous-entendu moi, ou quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Dans le cinéma, donc dans ce fameux cinéma pris au sens large, saisir et comprendre la constitution de l'homme, avec un petit H, quand même, en force géologique, perturbatrice, est-ce que ça renvoie à une esthétique particulière, à des structures narratives particulières, ou est-ce qu'au contraire, vu le corpus dont on a à disposition, c'est plutôt l'auberge espagnole, et au final, on fait correspondre une idée avec un film. Existe-t-il plusieurs films archétypaux ? On parlait d'un patient zéro ce matin. Est-ce qu'il existe un film zéro ? Et là aussi, est-ce que c'est intéressant de le chercher ? Est-ce que c'est utile ? Et qui pourrait le définir comme étant ce film zéro ? Bon, je vous rassure tout de suite. Je n'ambitionne pas de répondre à ces questions, même pas en 24 minutes, et peut-être même une vie entière n'y suffirait pas. Je vous propose juste quelques explorations analytiques, les explorations d'un cinéphage. Voilà, déjà, donc au moins ça pose le cadre. Donc forcément, des explorations réductrices, situées aussi, et non représentatives, j'imagine, de tout ce que les cinémas, dans leur grande diversité, que ce soit de style, de genre, de culture, peuvent apporter. Donc voilà, c'est quelques explorations, parce que ce qui m'intéresse au final, c'est à la fois de dire pourquoi, enfin d'essayer de comprendre pourquoi le cinéma, l'image fascine autant, me fascine autant, et donc, je ne vais pas dire me guide, m'incite ou me contraint à réfléchir d'une certaine manière, mais oui. Pourquoi, quand on dit anthropocène ou quand on parle de l'anthropocène, il y a aussi ce phénomène vraiment performatif pour le coup qui nous emprisonne, qui nous enferme et qui, à la fois avec des mots et des images, nous conduit à réfléchir, ou en tout cas à penser d'une certaine manière, voire deux, mais guère plus. Donc c'est un peu tout ça, un petit voyage à travers un corpus de 5 films, je vous les présenterai après, qui me paraissent moins intéressants parce qu'au final, je ne vais pas dire qu'ils débordent ces questions ou qu'ils les dépassent, mais ils essayent de les croiser en essayant d'aborder 3 choses. La première, c'est les rapports au vivant. Les rapports au vivant, que ce soit végétal, animal, ou même la pulsion de vie que l'on a en nous. Un regard sur un double imaginaire, qui est celui, ou en tout cas qui participe de cet anthropocène, celui de l'affirmation des limites humaines, des limites planétaires, et des limites spécistes aussi, et puis aussi de leur transgression perpétuelle par la technique. On a cette espèce de, pas dire de paradoxe, mais de 2 points. Et puis le troisième, c'est quand même poser cette fameuse question anthropologique de l'horizon s'offrant à nous, et celle de, pour reprendre les termes de ce matin, l'habitabilité de la Terre. Forcément, quand on met cette petite photo, j'ai choisi celle-là, moi, c'est d'essayer de définir de quoi on va parler. Alors, je n'ai pas non plus la prétention de dire, pour moi, on va parler de ça, mais c'est de se dire, c'est assez intéressant, on l'a vu ce matin, que ce soit à travers même cet après-midi, Capitalocène, Cthulhucène, Anthropocène, etc., etc. Bon, on aime bien, qu'on soit individu ou société, se construire en s'inscrivant quand même dans un récit, en faisant fable, finalement, de nos expériences et de ce qu'on est.
Et ce qui est assez intéressant, je trouve, sur cet Anthropocène, c'est que je trouve un peu qu'il succède à un certain nombre de peurs, ou en tout cas de mythes. Il y a eu la peur de l'apocalypse, le spectre de l'apocalypse nucléaire jusque dans les fin 80, puis après l'angoisse écologique, et puis on en arrive visiblement avec celui de l'extinction humaine qui s'approcherait dangereusement. Et cette humanité en péril, quelque part, c'est bien le récit qu'on est en train de partager d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas que les sociétés industrielles partagent. Scientifiquement établi, on a eu aussi quelques présentations en fin de matinée qui nous ont montré que tout ça s'appuie sur des tableaux, sur des chiffres, sur des études. Le propos ici n'est pas de venir les questionner, mais on voit que tout est armé scientifiquement, que finalement l'Anthropocène se déroule gentiment et tranquillement, diffusé médiatiquement, relayé justement par la photographie, le cinéma, et conforté politiquement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est cette fameuse esthétique que tu as évoquée, l'esthétique du sublime, stupéfaction d'un côté, terreur de l'autre, qui nous propose finalement une seule alternative, le désastre d'un côté ou le salut, et généralement ce salut est fait par la technique. Autre question qui arrive, comment appréhender quelque chose d'aussi vaste, protéiforme, polysémique, enfin bref, ce fameux hyper-objet, hyper-événement, qui a réussi quand même à s'insinuer dans la plus petite et la plus remarquable et capricieuse des entités planétaires, c'est-à-dire l'esprit humain. Un peu à la manière de ce que faisait l'équipe de Cobb dans le film de Christopher Nolan, Inception. Alors l'Anthropocène, au-delà de sa définition, on peut dire qu'il met tout de même l'accent sur le long et tortueux, mais tout de même assez fantastique, chemin de l'espèce humaine et les traces qui sont laissées sur ce chemin, sur celle qui la peuple, nos mentalités, nos imaginaires, etc. Bon. Et après de se dire, on regarde quoi au final? Est-ce qu'on prend des films en disant, on parle de l'Anthropocène avec Crutzen, donc on prend des films à partir de ce moment-là? Est-ce qu'on dit, on englobe le capitalisme? Et là, on est bien obligé de remonter jusqu'au début du cinéma. Est-ce qu'on le fait débuter à la machine à vapeur? Donc sous-entendu, est-ce qu'on prend des thèmes qui sont à ça? Ou au contraire, on s'intéresse soit à Trinity, soit à 1492? Enfin bref, on essaie de savoir justement que prendre et comment prendre et de quoi parler. Là aussi, c'est pas ce que je vais faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de trouver finalement, ou en tout cas de voir dans un genre assez habituel, la science-fiction, évidemment, on en a parlé, parce que c'est celui qu'on a sous la main et qui est le plus facile, on va dire, d'essayer de voir, non pas ce qu'il nous raconte, mais en quoi il peut venir nous aider, une sorte d'écologie mentale, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Guattari, pour rester en veille, face à une certaine normalité qui s'installerait par rapport à cet Anthropocène. Intéressant le cinéma en général et peut-être le cinéma de science-fiction, parce que c'est un espace d'expérience pour explorer des possibles. Pour moi, un cinéaste, un chercheur, d'ailleurs voilà, j'ai fait un lapsus, un cinéaste, un scénariste, un directeur artistique, ce sont quelque part des chercheurs, ils mènent des enquêtes sur ce qui nous agite et essayent de les restituer. Ils montrent les possibles aussi. Généralement, la science-fiction, elle montre toujours deux possibles. Soit on va créer un monde meilleur ailleurs, ou les choses se détruisent. Donc, est-ce que c'est la science-fiction ou est-ce qu'il ne faudrait pas encore une fois traquer, dans un premier temps, dans cette science-fiction, quelque chose qui relèverait plus de la fabulation au final, plus que de la fiction à proprement parler. C'est-à-dire faire écho, un cinéma ou des cinémas qui feraient écho un peu à une sorte de nécessité vitale de l'imagination pour essayer de travailler un peu à partir de nos situations dans l'épaisseur qui nous présente. Donc, 5 films, volontairement, on va dire, plutôt assez lourds à tous les sens du terme, mais au sens de dire aussi assez lourd, aussi intéressant et aussi riche, mais lourd parce qu'au final, c'est quand même, on ne va pas parler d'imaginaires sociaux, mais c'est quand même dans ce bain-là qu'on baigne, ou qu'en tout cas nos sociétés industrielles baignent, c'est-à-dire c'est les médias, c'est les films mainstream, bref, c'est ce qui participe, un peu comme les selfies de touristes, finalement, de tout ce qui nous environne. Et donc, à travers ces 5 films, 4 observations très rapides, qui sont plutôt, encore une fois, des propositions à proprement parler, que des résultats vraiment établis et assénés comme ça d'une manière un peu brutale. La question, finalement, de l'imaginaire technique et du progrès, et l'Anthropocène, en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'on est aussi là-dedans, c'est-à-dire cet imaginaire que de toute façon, on va toujours s'en sortir, parce que la technique, parce que le progrès, ils nous permettront tous les deux de réparer nos erreurs. On a parlé ce matin d'entretenir ou de prendre soin ou avoir soin, mais la technique, le progrès, de toute façon, vont toujours nous permettre d'aller un peu plus loin avec, tout de même,
cette fois-ci deux questions, c'est-à-dire, ou en tout cas 2 éléments assez majeurs dans tous les films, la question de la ressource, donc la planète Terre quand même en premier comme ressource, mais la ressource en général, et la survie de l'espèce. Et à travers ces 5 films, et là ces quatre illustrations, on a aussi des manières de voir ce double enjeu de la ressource pour continuer à exister et de la survie de l'espèce d'une manière ou d'une autre, qui par moments se traduit par quitter la Terre pour aller coloniser d'autres planètes. Et coloniser d'autres planètes, c'est tout de même ce qu'effectivement un certain nombre nous proposent, Bezos, SpaceX, et là aussi on n'est pas loin, on ne sait plus, on parlait de documentaire, on parlait de docu-mensonge aussi pour le cinéma, on peut raccrocher ça à une réalité, ou en tout cas à ce qui nous arrive. Et dans Pandora, la problématique est bien d'aller coloniser une planète pour récupérer une ressource qui sera nécessaire à la survie de l'espèce humaine et pour laquelle on massacre une population. Et dans ces films, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on peut les raccrocher, ou en tout cas 2 notions d'Anat Singh que Mathieu avait un peu posées dans Urbain trop urbain, la scalabilité d'un côté, c'est-à-dire finalement toute ressource où tout existant est transformé en ressource et est mis à toutes les échelles, c'est-à-dire il n'y aurait plus de particularisme par rapport à quelque chose, une réalité, on pourrait utiliser tout et on l'utiliserait et on le transporterait finalement de partout. Et le second, c'est la captation, c'est cette idée que l'économie de marché est capable de tout transformer et de tout rendre, on va dire, marchand, c'est le cas de le dire. Et bien dans Soleil Vert, vous savez comment ça se termine. On en arrive à ce stade-là où même la mort et les gens qui meurent deviennent finalement une marchandise. Et c'est assez intéressant parce qu'on est toujours sur une domination de l'homme sur tout le vivant, la supériorité de l'espèce, en tout cas dans tous ces films, et quelque part la relégation des responsabilités. On doit gérer un fait et on avance. C'est toujours ce récit industriel autour de l'exploitation, et cette exploitation qui va vraiment de partout jusqu'à tout. Une production, au final, d'objets. Et même l'humain devient un objet. Récit aussi intéressant parce que ça montre... Et moi, le premier, je me dis, mais quand tu es en train de dire ça, ça montre bien que est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier de ce récit un peu officiel contre lequel soit on est d'accord ou au contraire on s'oppose, celui des promesses de la modernité, de l'exceptionnalisme humain, de l'individualisme possessif, etc. Et puis l'obsession d'un futur que de toute façon on va pouvoir tracer et pouvoir justement planifier, si je puis dire, parce qu'on serait capable de racheter nos erreurs. Deuxième observation, celle-ci finalement nous amènerait peut-être sur cette nostalgie du « c'était mieux avant », à la fois sur le contraste de Soleil Vert, mais surtout sur les 3 autres films. C'est cette idée d'anti-paysage que je reprends à Gwenaël Bertrand et à Maxime Favard, qui est intéressante. On pourrait parler d'accumulation de déchets, d'objets, mais tout de suite on voit dans tous ces films finalement je ne vais pas dire des non-lieux, pour ne pas me livrer à un débat avec d'autres géographes, mais vraiment dire des non-paysages, sous-entendu des choses qui ne font pas milieu, qui ne correspondent pas. On est dans les ruines, on est effectivement dans les ruines du capitalisme de toute façon, et on est, pour reprendre d'autres penseuses, on est face à un monde sans refuge, visiblement. On ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir faire, c'est assez visible dans Blade Runner 2049, ça allait aussi dans Mad Max, enfin cette idée de dire on est face d'un côté à une sorte de paysage fantôme, des paysages à la fois hantés par ce qu'on a été, donc qui nous laissent voir et saisir les traces un peu de ce passé, mais qui, on va dire dans le même mouvement, laissent un peu spéculer sur des futurs qui soit n'auront pas lieu, soit qu'on ne retrouvera jamais. On parle d'espèces disparues, d'activités aussi disparues ou à l'arrêt. Bref, on voit les traces d'anciennes relations avec le vivant ou entre le vivant, qui soit sont un peu plus perçus comme étant nostalgiques, c'est ce qui arrive dans Soleil Vert, où on nous montre à chaque fois un peu comment était la Terre avant la fameuse catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint peut-être un autre imaginaire, celui qui a été travaillé par Frédéric Ducarme ou Ludovic Duhem, autour de l'intendance, où l'être humain, l'homme, serait l'intendant de la planète. Chassé de l'Éden, c'est ce qui arrive assez régulièrement dans le cinéma, ou en tout cas dans les films de science-fiction, il a failli dans sa mission qui lui aurait été confiée de gérer, d'administrer la planète et le vivant, on va dire en bonne intelligence, ou en tout cas d'un mode assez paternaliste. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. On reste toujours pour moi dans ce même univers.
Et puis, il y en a quand même certains qui posent des questions dans l'Interstellar. Cooper, donc l'ancien astronaute devenu finalement agriculteur, donc devenu intendant, se pose lui la question et dit d'un côté, avant, en levant les yeux, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Maintenant, on baisse les yeux, inquiet de notre place dans la poussière. C'est bien un peu, me semble-t-il, ce qui nous arrive. Et on pourrait faire du lien, on pourrait parler, là par exemple, si on convoquait d'autres auteurs, ce que je vais faire très rapidement, on pourrait parler de Junk Space de Koulas, on pourrait parler d'Akosmi chez Berck. On est face à ces paysages où on sent bien que ça ne colle pas. Non pas que ça ne colle pas avec la Terre, mais que finalement ça ne fait pas milieu, c'est-à-dire ça n'établit pas des relations bonnes, justes, avec l'ensemble du vivant. On pourrait faire un parallèle avec la photographie. Bon, évidemment, Julie l'a fait, ou en tout cas m'a tendu la perche sur Burtonsky, mais on pourrait parler aussi de MacLean avec Over. On est pour moi, face à ces paysages-là. La troisième, qui est peut-être elle plus intéressante, ou en tout cas qui questionne, parce qu'on commence à la remettre en question, c'est celle quand on parle de l'Anthropocène, c'est celle du temps au final. Est-ce qu'on est dans la crise? Est-ce qu'on est dans la fin? Est-ce qu'on est dans le commencement? Est-ce qu'on est au tournant? Est-ce qu'on l'a dépassé? Est-ce que c'est trop tard? Il y a d'un côté cet impossible retour en arrière. On ne pourra pas rembobiner, ou en tout cas visiblement on ne va pas pouvoir rembobiner ce qu'on a fait. On essaye d'amorcer des tentatives de ralentissement. Et est-ce que cet Anthropocène, tel qu'on le vit, ou tel qu'on le projette, est-ce que c'est le temps d'un monde fini, le temps en cours, ou le temps finalement à venir? C'est intéressant parce que finalement, on parle toujours de la machine à vapeur, on ne parle jamais de l'horloge. Alors d'autres en ont parlé bien avant moi, mais si au final, comme disait Lewis Mumford, est-ce que ce n'est pas l'horloge, le temps, cette mesure et cette maîtrise du temps, qui est vraiment le problème, ou en tout cas le déclencheur, ou un élément à vraiment reprendre en compte dans la pensée ou dans les réflexions autour de cet Anthropocène. Et on voit bien que cet appel à retisser des liens, à se réancrer, à atterrir, eh bien, ça veut quand même dire aussi se séparer, ou en tout cas se libérer de l'emprise du temps, de la maîtrise, de la mesure, parce que le temps, on ne va pas dire humain, mais le temps du vivant ne se calcule pas en minutes, en heures ou en secondes. Deux thèmes intéressants, la résonance, le dernier thème développé par Hartmut Rosa, justement, qui, face à l'accélération, essaye de proposer autre chose, et puis cette résilience qu'on entend tous les jours, qui a pris, on va dire, le pas sur la vulnérabilité, et qui, pour moi, est un peu, elle aussi, réductrice, en tout cas dans ce rapport au temps, parce que finalement, elle défend l'idée que tout ne serait qu'une question d'adaptation, pas de malheur, pas de catastrophe au final, pas de situation dont on ne pourrait pas sortir plus fort de toute façon. Sorte de machine à réinitialiser le temps, à réinitialiser ce qu'on fait, donc c'est presque le contraire de la résistance. Et dans ces quatre films-là, il est bien des questions de rapport au temps, mais rapport à ce qui a de l'importance, qui prime, et comment presque, voilà, même dans Interstellar, arriver à en faire une dimension à travers laquelle on peut faire passer des choses. Et la dernière, évidente, parce que c'est quand même sur celle-ci aussi qu'on parle depuis ce matin, ou dès qu'on parle d'Anthropocène, on en arrive toujours à ça, ce fameux rapport nature-culture. Faut-il en finir avec la nature? Il y avait eu quelques débats entre Catherine et Raphaël Larère là-dessus. Est-ce qu'on continue à utiliser le mot de nature, ou est-ce qu'au contraire on laisse tomber pour essayer de proposer autre chose? C'est un peu comme le temps. Ça, c'était Isabelle Stenger qui disait, bon, dès qu'on commence à parler nature, on ne sait plus trop où on en est. Mais ce rapport nature-culture est assez intéressant, parce que peut-être que lui, dans cette espèce de cosmologie, ça c'est plutôt Descola qui nous le montre, que il nous coince, ou en tout cas il nous enferme entre d'un côté quelque chose de rétrospectif. On sait qu'on a une catastrophe, on sait qu'il y a une destruction, mais cette destruction n'a été rendue possible que par cette conception même de la nature, vu que la nature est devenue une ressource à part entière. Et de l'autre prospective, eh bien, on est quand même un peu embêté pour essayer de remédier à tous les sens du terme, de remédiation, et aussi de remédier à cette cassure. Visiblement, ça semblerait assez délicat. Alors, où aller, que faire, où atterrir? Est-ce que c'est la question de l'altérité qu'on retrouve dans Avatar? Qu'est-ce qui, au final, permet la solution, ou en tout cas le dénouement heureux dans ce film? C'est l'altérité. C'est l'humain qui, finalement, redevient sauvage au bon sens du terme, remet son animalité première. Et est-ce que ça ne remet pas aussi concrètement,
en tout cas actuellement, cette question, encore une fois, de l'intendance. Quand on parle de la nature, finalement, est-ce qu'on, encore actuellement, le vivant, est-ce qu'on ne se regarde pas nous-mêmes? Une photo d'Ian Bertrand, un joli panda ou WWF, le saule, est-ce qu'il est mélancolique? Le loup, est-ce que c'est juste notre part d'animalité? À chaque fois, est-ce qu'on ne se regarde pas nous-mêmes? Et ce qui empêcherait, selon moi, même si je n'ai pas l'ombre du début d'une solution, ce qui empêcherait de proposer ou de poser d'autres récits. Après ce tableau, à l'heure où l'homme, avec encore une fois un petit H, semble ne plus savoir ce que c'est qu'habiter, quel horizon peut engager ou quel horizon nous propose le cinéma? Eh bien, peut-être dans Interstellar, à la fois parce que d'un côté, en faisant de la maison, la demeure où l'on s'installe et à partir de laquelle on rayonne quand même, on habite, on part, on voyage, là, dans ce film, c'est tout de même un motif d'un désir à la fois idéologique et affectif. Et ça renouvelle peut-être, ou en tout cas, moi, c'est ce que je propose, ça renouvelle les interrogations sur les possibilités d'accueil d'un monde humain, cette fois-ci avec un grand H, et du monde humain. Architecturer un monde, c'est l'installer. Le monde, c'est installer quelque chose. Et finalement, remettre un peu plus la croyance et le sacré au cœur des choses. Et là, dans ce film, donc Nolan le fait pour moi en structurant des trajectoires et des spatialités qui n'arrêtent pas de s'interférer, de s'opposer, de se répondre et de fusionner. La maison, iconique de la famille Cooper, le voyage des astronautes, la découverte d'autres mondes potentiels, les évolutions de la relation entre Murphy et son père Cooper. Et bref, dans ce monde-là, première image que l'on voit quand même dans le film, dans un monde à l'agonie où l'homme a surexploité toutes les ressources, il ne reste plus que le maïs pour survivre, la maison de la famille Cooper, isolée au milieu des champs, occupe bien une place à tous les sens du terme, physique, topographique, mais aussi, on va dire, symbolique avec une kora, précisément entre ciel et terre, formalisant une sorte d'englobement de l'humanité dans le monde. Et Cooper, donc ancien ingénieur de la NASA, est devenu un intendant et gère l'exploitation en attendant que finalement celle-ci aussi disparaisse. Intéressant parce que les plans des champs de maïs, qui forment une espèce d'horizon homogène et plat, ne portent aucune promesse de prospérité et de postérité, de bien-être. Et la maison, elle aussi, en tout cas dans la large partie où on la voit, semble pas vraiment habitée. On est plutôt dans des espaces sombres, il y a très peu de vie domestique à l'exclusion de la scène du petit déjeuner, et les espaces intérieurs sont toujours envahis d'obscurité. Alors la maison, elle paraît finalement comme une sorte de signe de persistance d'une image fondatrice, originelle, et une forme secrète, peut-être impénétrable, dans un environnement quand même déshumanisé. Et sur le bord de la route, visiblement en attente, Cooper, lui, prend parti, un moment ou un autre, face à cet avenir plus qu'incertain, rappelant à la fois ce qui peut peut-être définir l'essence de l'humanité, à savoir l'homme est né sur Terre, rien ne l'oblige à y mourir. Dans cette espèce d'Odyssée 2.0, il y a aussi intéressant, je trouve, une sorte d'ambivalence qui opère là pour le coup à son maximum. Fabulation des voyages interstellaires et dans le temps, représentation pour le coup totalement anti-spectaculaire de l'exploration et du voyage. Des lumières beaucoup plus franches, réalistes, des couleurs grises, une espèce de lenteur et des longueurs dans les scènes. Et au fil du voyage, succession d'échecs sur succession d'échecs. Et même la maison, dans cette trajectoire, à la fin du film, est devenue muséifiée, patrimonialisée. Elle a été recréée dans une station orbitale, façon un peu nouveau Spaceship Earth. C'est une forme un peu synthétique, un élément du tout, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, bon, Interstellar, comme d'autres, mais en tout cas ce film-là, et ça clôt, me semble-t-il, le petit clin d'œil qui était fait à 2001, c'est bien le récit d'une quête rationnelle, pragmatique, utilitaire, mais c'est surtout une quête relationnelle. La bibliothèque, dans le film, la montre aussi, à travers laquelle on arrive à communiquer. Et c'est peut-être ça l'anthropocène, le saisir, en discuter, et essayer, à défaut de le dépasser, d'en faire quelque chose, c'est peut-être une question de relation, de communication au premier sens du terme. Et c'est ce qui est à peu près proposé dans ce film. Seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Il faut accepter en confiance ce que l'on n'a pas encore vu. Alors c'est peut-être une invitation pour aborder cette question-là. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est d'arriver, ou en tout cas le cinéma arrive un petit peu à nous mettre face à ces grandes contradictions, accepter le caractère dérisoire des entreprises humaines, mais leur grandeur aussi, croire dans le pouvoir des sentiments humains et surtout à la valeur de l'intuition,
et donner une valeur affective à la science et aux objets afin de transcender leur utilité et leur nécessité. Bon film. Merci beaucoup. C'est une question un petit peu provocatrice. Qui dit anthropocène, en mettant le terme entre guillemets, implique-t-il forcément être dans les figures de la catastrophe, de la ruine et de la destruction? Est-ce qu'on pourrait, en vis-à-vis des 5 films que vous proposez, en trouver, et peut-être qu'on ne peut pas, en trouver 5 qui célébreraient un anthropocène positif, c'est-à-dire les réalisations, l'âge des constructeurs, j'en me réfère à des ouvrages d'Elifort, de Fernand Léger et d'autres, ou bien est-ce que inéluctablement on est dans cette figure un peu de l'effondrisme? Ouais, ça peut être aussi un danger, je suis toujours provocateur, pour le colloque, c'est-à-dire de prendre uniquement ce versant de l'anthropocène. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un versant positif? C'est une question. Alors certes, si on reste dans le cinéma, on peut dire que le versant négatif est sans doute dominant, des temps modernes de Chaplin à Alphaville de Godard. Mais est-ce qu'on pourrait aligner 5 films ou 2 films qui seraient du côté de la construction? Je ne sais pas si c'est une réponse qui vaut loi, mais je vais vous dire Interstellar et Mad Max. Peut-être pour 2 éléments. Voilà, Interstellar, je n'ai pas eu le temps de tous les développer, mais il y a quand même pour moi une portée, je ne vais pas dire d'espérance pour le coup, mais il y a quand même du positif dans tout ça. Et certes, ça paraît très négatif. Bon, voilà, il faut quand même quitter la planète, sinon on est foutu. Mais il se passe, ou en tout cas, il y a dans cette histoire-là, par exemple, Cooper met en avant ou se rend compte d'un ensemble de mensonges. Le mensonge qui est porté par l'État, qui déjà a caché l'existence de la NASA parce que bon, on ne pouvait pas expliquer le fait de dépenser une somme d'argent faramineuse alors qu'il fallait survivre. Le fait que le scientifique qui l'envoie, mais là ça s'adresse finalement peut-être à toute la science, que c'est aussi un mensonge, que leur mission n'allait pas pouvoir réussir. Et ça tourne quand même tout autour de cette pulsion première, les roses premiers, de dire bon, ben, j'ai une intuition, j'y vais, je le fais. Donc pour moi, je le mettrai en positif. Tout comme dans Mad Max, finalement, d'accord, ça dépeint des antipaysages ou des choses assez catastrophiques, mais il y a des petites choses. Par exemple, quand éperdument, ils essaient de trouver cette fameuse terre vers laquelle ils pourraient repartir, lutter contre, finalement, contre le capitalisme, parce que c'est quand même ce capitalisme-là qui est présent. Et Mad Max, la seule chose qu'il leur fait, il leur montre justement le chemin inverse en leur disant c'est à l'endroit d'où vous venez, c'est à l'endroit où vous êtes, bref, c'est en situation où vous allez pouvoir faire les choses. Alors c'est sûr que d'un point de vue esthétique, on n'est pas vraiment dans ce côté plutôt positif, ou en tout cas pour arriver à le trouver, est-ce que je surinterprète les choses? Mais me semble qu'à chaque fois dans tous ces films-là, il y a quand même ces 2 pendants, ou en tout cas il y a la possibilité d'aller les interpréter ou d'aller un petit peu chercher, soit d'une façon vraiment technique, au sens de dire si on maîtrise l'analyse cinématographique, l'analyse de l'image, ou même ne serait-ce que d'essayer de décoder ce qui s'y passe. Dans les temps modernes, où vous parliez d'eux, où on parlait de Tati, on pourrait parler de Tati, à chaque fois il y a toujours quand même les 2 pendants, le pendant vraiment destructeur, et puis oh là là, c'est pas joli ce qui nous attend, mais quand même à chaque fois, peut-être un peu d'espoir. Dans Blade Runner, c'est pareil. Un androïde qui se sacrifie, qui a compris que ce qui était le plus important, c'était de permettre à un père et à une fille de se retrouver, et qui donne un sens à sa vie. Pendant 1 seconde, 3 secondes, on peut dire qu'il a vécu. Alors d'accord, ça fait peut-être pas avancer la machine, mais ça permet peut-être de voir ces films d'une manière un peu moins noire, mais c'est la question que je posais au début aussi, enfin que je me pose à moi, on baigne quand même dans cette ambiance-là, parce qu'il y a quand même ce côté fascinant, et on est quand même beaucoup plus fasciné par la destruction. Je vous renvoie au bouquin de Chelbourg sur les écofictions. Voir Rome qui brûle, ça nous fait quand même tous, plus ou moins, dans des degrés différents, ça nous plaît quand même. Quelque part. L'Anthropocène joue là-dessus, me semble-t-il. La suite de Fernand Léger. Le cinéma de Fernand Léger, sa peinture.
pourquoi pas. Oui, vous avez évoqué, disons, le mythe d'un événement zéro, d'un film zéro, et de la machine à vapeur au passage. Est-ce que vous iriez jusqu'à parler du cinéma scène, encore une nouvelle catégorie pour penser? J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est vrai que même quand on réfléchit ayant réfléchi sur le bain, on va chercher le film. Métropolis, il y a toujours 3-4 films qu'on pose comme étant les balises, parce que finalement, c'est le travail général qui fait que ça devient des balises. Ou quand on va parler de futur, il va falloir aller chercher Blade Runner, on n'a pas le choix. Ou en tout cas, si on reste, c'est pour ça que j'ai dit restrictif, volontairement situé, parce que c'est aussi avec le bain dans lequel je baigne et on baigne, on va toujours aller chercher, non pas les mêmes références, mais il y en a un certain nombre qui se retrouvent. Et la question, c'est de se dire, tiens, si on essaye de dire, est-ce que là, je suis en train de parler de la crise écologique? Est-ce que je suis en train de parler du réchauffement? Ou est-ce que je suis en train de parler de l'anthropocène? Est-ce que c'est nécessaire d'arriver justement à dire le cinéma anthropocénique serait ceci? Ou de dire, voilà, il y a des films, à leur manière, de toute façon, tous, plus ou moins, parlent peut-être pas de l'anthropocène dans toutes ses définitions, mais évoquent ces questions de qu'est-ce qu'on a fait, nous, en tant qu'espèce humaine, et encore une fois, particulièrement, en tant qu'homme blanc, de préférence occidentale. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, voilà ce que j'ai dit au début, moi, je n'ai pas été voir ce qu'il y avait dans d'autres cinémas, dans d'autres cultures, pour voir peut-être comment, est-ce que les questions se posent de la même manière ou pas du tout. Mais ça serait assez intéressant. Mais pour moi, on baigne vraiment là-dedans. Et qui nous oblige, ou qui nous invite, d'un moment ou un autre, non pas à penser d'une certaine manière, mais à avoir toutes les difficultés du monde, à aller chercher d'autres récits. J'aime beaucoup cette proposition de cinéma scène parce que moi je pars du principe qu'aujourd'hui notre monde ne se représente pas seulement par les images, mais est constitué, sa réalité est constituée par les images. Et vous qui parlez là à plusieurs reprises de la performativité des images, est-ce que vous ne trouvez pas que ces images que vous nous montrez sont dangereux? Si, mais c'est bien ça qui les rend intéressantes. Dans la performativité, c'est pas nécessairement performant d'un point de vue positif, c'est de prendre tout ce qu'elle nous fourre. J'ai dit inciter, obliger, inviter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, ou d'arriver à voir comment on peut, moi le premier, je vais pas dire me dépêtrer de ça, mais démêler ça, et d'arriver peut-être, non pas à le mettre à distance, mais d'aller chercher justement d'autres choses à côté. Mais l'image, fondamentalement, pour moi, il y a quand même non pas un côté négatif, mais il y a un côté, ce côté performatif, il est bien plus ou moins, je ne vais pas dire dicté, mais il est quand même bien proposé par quelqu'un ou proposé par un régime, au sens large du terme. Oui, oui, je sais. Mais justement, en fait, si on part du principe que les images deviennent réalité, le fait de toujours montrer les mêmes images, au lieu de peut-être les contraster avec d'autres images, là je pars, on peut citer beaucoup d'exemples, mais moi, je pense par exemple à Ursula Le Guin, qui est très intéressante en tant qu'auteur, et je pense qu'il y a même aussi des narrations qui ont été adaptées en tant que film, qui montrent d'autres images, justement. Et il me semble que ces images-là sont très importantes. Et peut-être c'est aussi parce que ça, moi, même si j'adore en fait tous ces films de science-fiction et le sublime de ces images, mais ça moi, à titre personnel, qui travaille dans ce concept d'image anthropocène, ça commence à m'énerver, de toujours avoir les mêmes récits. Il faut quitter notre planète, il faut vivre ailleurs. C'est la technique qui nous sauve. Et en toute façon, on est toujours sauvés, nous, les Blancs. Du coup, si on montre toujours les mêmes images en demandant en fait, il me semble important de montrer des images alternatives au même moment qu'on montre ces images de catastrophes. J'ai préféré introduire je ne vais pas dire la différence, mais les autres images par le texte. Vous entendez dire, ça c'est le récit un peu officiel ou c'est l'imaginaire officiel, mais
J'en suis entièrement conscient. Il ne me semble pas avoir fait la promotion, au contraire, de cet unique récit.